cette table ronde, nous allons parler écologie. L'écologie des civilisations. Je suis heureuse d'accueillir nos intervenants qui vont justement nous parler de la préoccupation écologique sous l'angle particulier des conservateurs. Alors, de quoi s'agit-il? En quelques mots, c'est de notre souci de la nature qui doit demeurer habitable à l'homme pour que vive la civilisation façonnée par nos traditions. Pourquoi le choix de ce thème alors même qu'il est traditionnellement, on va dire, réservé à la gauche? C'est justement ce que nous essayons de démonter, parce que si la gauche s'est accaparé le sujet, c'est probablement aussi parce que la droite le lui a abandonné. Et l'écologie de gauche, nous le voyons au Parlement européen, mais vous pouvez le voir aussi dans les parlements nationaux, a un ennemi qui s'appelle l'homme, qualifié de pollueur, qualifié de prédateur, et un état d'esprit également qui est celui de la destruction des composantes naturelles essentielles, à commencer par la famille qui est le cadre, le lieu de la transmission de la vie. Alors la place de l'homme dans la nature, elle est pourtant inscrite dans l'histoire de notre civilisation depuis la Genèse bien sûr, mais avant également si on pense à l'Odyssée. Alors avec nous ce matin pour aborder ce sujet de l'écologie des civilisations, j'ai la joie d'accueillir Nicola Procaccini et Patrick Jacqui qui sont nos deux coprésidents du groupe ECR au Parlement européen. Et puis Robert Zillet, qui est vice-président du Parlement européen et chef de la délégation lettonne du groupe ECR. Alors, je vais d'abord laisser la parole pour 15 minutes à Azilise Lecor, journaliste, avant tout mère de famille, et puis auteur d'un livre récemment publié, L'enfant est l'avenir de l'homme. Et c'est un ouvrage qui répond à tous ces mouvements No Kids, issus de la gauche féministe et écologiste, qui prônent l'absence d'enfants dans les sociétés. Alors pour introduire votre propos, Azilise, je ferai référence à un philosophe qui vous est cher et à moi aussi, qui est Roger Scruton, qui nous dit non seulement le conservatisme est totalement compatible avec la défense de l'environnement, mais la protection de l'environnement est évidemment la vocation du conservatisme qui n'est rien d'autre que la défense du foyer. Et à ce mot d'écologie, il substitue le mot d'oikophilie, l'amour du chez-soi. Alors je ne suis pas certaine qu'on réussisse à l'imposer dans le vocabulaire politique, mais il a un sens bien évidemment qui nous ravit, puisque prendre soin du chez-soi, prendre soin des siens, c'est évidemment au cœur de la démarche conservatrice. Azilise, vous avez 15 minutes. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation et merci pour cette belle introduction. J'aimerais d'abord qu'on rappelle certains chiffres. D'abord, l'INSEE a révélé que l'indicateur conjoncturel de fécondité s'établit en 2024 à 1,62 enfants par femme en France. Et pourtant, cette baisse continue de la démographie en France depuis 15 ans et dans l'ensemble de l'Europe s'accompagne aujourd'hui de la montée de discours antinatalistes. On a parlé des child-free, donc sans enfants par choix, des no kids, qui prétendent renoncer à enfanter pour sauver la planète, comme ils disent, et certains discours féministes également, qui assimilent maternité et asservissement des femmes. Pourtant, si nous n'enfantons plus, nous n'avons pas de futur. Et s'il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'aujourd'hui et plus d'hier, puisqu'il n'y aura plus personne à qui transmettre ce que l'on a reçu de nos ancêtres. Tout cela s'évanouit en même temps que les générations futures. Si les défis des temps présents sont multiples, nous ne pouvons le nier, pourquoi est-il nécessaire de continuer à enfanter dans un monde en crise ? C'est ce à quoi je vais essayer de répondre en ce temps bref, précisément pour habiter le monde. C'est un terme, à mon sens, qui est aussi extrêmement conservateur, car habiter un chez-soi, c'est aussi s'ancrer dans une temporalité, dans une histoire, dans les pas de ceux qui nous ont précédés, et tracer le sillon pour ceux qui viendront, en un mot, s'enraciner. Nous sommes, en tant qu'habitants de notre foyer, de notre patrie, de notre civilisation et de l'humanité, le trait d'union entre hier et demain. Et donc c'est pourquoi l'introduction était bien trouvée, puisqu'en effet, je veux d'abord commencer par vous parler d'oikophilie.
Qu'est-ce que c'est l'oikophilia, comme dit Scruton, ou oikophilie en français? Eh bien, pour habiter le monde dans lequel nous vivons, nous construisons des concepts. Ces notions sont d'ordre fonctionnel, esthétique, spirituel, moral. Ainsi, l'économie, la propriété, la politesse constituent les fondements de l'oikophilie. Elles visent, ces notions, ce qui est subjectif, la façon dont les choses semblent être et dont elles doivent s'harmoniser. Elles permettent de créer une relation entre les hommes et les objets du monde. Ces bases de vie en commun nourrissent nos vertus et nous façonnent en tant que gardiens de notre maison commune. C'est pourquoi je suis responsable du lieu où je vis, car cet environnement dans lequel j'évolue a été foulé par mes ancêtres pour que moi-même, je le transmette aux générations futures. L'oikophilie s'oriente naturellement vers l'histoire de la conservation du passé, non pas par nostalgie, mais par désir de vivre durablement et en conscience parmi les choses qui perdurent. Voilà la véritable écologie. L'esprit de conservation, et je pense que c'est essentiel, défend non pas le passé comme un héritage commercialisé, mais comme un héritage vivant, quelque chose qui dure parce qu'il vit en moi. Exister pleinement dans le temps, c'est comprendre, et je cite Roger Scruton encore une fois, que le moment présent est également le passé, mais le passé de quelqu'un d'autre, qui n'a pas encore existé. Et le temps vécu de cette manière nous relie au monde d'avant et d'après nous, le temps auquel nous aspirons et vers lequel nous gravitons, s'étend au-delà de ce moment, de cette personne et de cette vie. Donc le chez-soi est ce lieu dans lequel la terre et les morts s'unissent aux générations futures. Et mon deuxième point, finalement, est la suite logique. Cet amour pour la maison, pour le foyer, est aussi nécessaire à la vie en commun. L'oikophilie est un sentiment pré-politique qui permet de se sentir habiter le pays dans lequel on est et on vit. La loyauté envers le foyer, les lois, l'installation et l'enracinement favorisent cet attachement à la patrie. Ce sentiment crée in fine un rapport intime à la nation que nous construisons. Lorsqu'en janvier 2024, Emmanuel Macron a prôné un réarmement démographique, certaines féministes ont poussé des cris d'orfraie, tandis que le président de la République proposait de nouvelles modalités pour le congé naissance et annonçait un grand plan contre l'infertilité. On ne s'attardera pas sur ces propositions qui d'ailleurs n'ont abouti à rien, mais qui par ailleurs n'étaient peut-être pas extrêmement bien pensées. Mais profondément sur le sens de cette déclaration, n'est-ce pas le rôle d'un homme politique que de préserver et de faire croître les forces vives du peuple qui l'a mené au pouvoir? L'homme d'État a pour mission de prendre en charge la vie de la collectivité dans son ensemble, car la vie humaine, comme la destinée des nations, est périssable. Son rôle est de protéger cette fragilité. L'homme d'État doit défendre l'héritage de sa patrie, mais aussi les institutions de son pays, afin que le foyer national soit préservé. On peut prendre un exemple contemporain, celui d'Israël. Son taux de fécondité est de 3 enfants par femme. C'était le cas en 2021. L'État hébreu fait figure d'exception parmi les membres de l'OCDE, qui réunit aujourd'hui 38 pays, je vous le rappelle, développés. En 2020, Israël arrive en tête avec 2,9 enfants par femme, suivi du Mexique 2,08 et de la France 1,7 à l'époque. Nous sommes aujourd'hui à 1,62. Et bien que l'éducation des femmes ainsi que leur intégration à la société en Israël progresse, le taux de natalité ne montre aucun signe de fléchissement. 71% des femmes juives laïques, non religieuses, déclarent désirer 3 enfants ou plus. Et elles ont d'ailleurs autant d'enfants que les femmes qui se déclarent religieuses. Comment expliquer de tels chiffres? Alors on peut remonter évidemment à la création d'Israël. Son fondateur, David Ben Gourion, réalise rapidement que l'immigration juive ne suffira pas à gagner la guerre démographique contre les Palestiniens. Ainsi, dès 1943, il admoneste les Juifs de Palestine pour leur faible fécondité et exhorte les femmes juives à mettre au monde au moins 4 enfants. En 1949, il crée le prix Ben Gourion qui récompense chaque mère héroïne, citation, à la naissance de son 10e enfant. En 1962, alors que l'immigration juive décline, un comité pour les problèmes de la natalité est créé et constatant que la fécondité souhaitée par les Ashkénazes est plus élevée que leur fécondité effective, c'est aussi, notons-le, le cas en France, c'est-à-dire qu'on a 1,62 enfants par femme, mais les femmes déclarent souhaiter 2,3 enfants en moyenne. Le gouvernement israélien met en place une politique nataliste nouvelle pour relever les obstacles socio-économiques à la réalisation de leurs aspirations.
Ces politiques familiales favorisent les familles nombreuses à partir du 5e enfant. Notons qu'aujourd'hui, pour le renouvellement des générations, il suffirait que le nombre d'enfants désirés, à savoir 2,3, soit réalisé, puisqu'on a besoin d'en moyenne 2,1 pour renouveler les générations en France. Donc les familles nombreuses à partir du 3e enfant pourraient suffire. En parallèle, un grand plan de lutte contre l'infertilité a été lancé en Israël pour développer les technologies de procréation. Mais plus encore, la fécondité des Israéliens est un état d'esprit, j'insiste sur ce point, façonné par l'histoire et la culture du pays. Israël lutte pour sa survie. L'héritage traumatique de la Shoah et la position géographique de l'État hébreu favorisent le besoin vital d'assurer sa descendance. Preuve en est, comme je l'ai souligné, le taux de natalité est également élevé dans les familles laïques peu attachées aux doctrines religieuses, qui représentent une très grande partie de la population. Alors qu'en France, nous avons perdu les réflexes de solidarité intrafamiliale, ceux-ci sont encore bien ancrés dans la société israélienne. La mère jouit d'un statut particulier considéré comme la garante de la stabilité nationale. Nous devons comprendre que nous aussi, nous luttons pour notre survie. 2 records ont été battus en 2024. 663 000 bébés sont nés en France, le chiffre le plus bas depuis 1945. 336 700 premiers titres de séjour ont été délivrés, le chiffre le plus haut depuis 1945. La natalité est donc en berne et l'immigration explose. Or, une patrie est une communauté de destin qui œuvre pour l'avenir de ses enfants, pour la transmission et pour la transmission de celles qui les portent. La réponse ne se trouvera pas dans l'importation de peuples qui viennent d'autres pays. Et enfin, ce sera mon dernier point. L'amour du foyer procède de l'amour de l'humanité. Or, si l'on ne se reproduit plus, l'humanité fait face à une menace inédite, celle de sa propre disparition. L'humanité doit être sauvegardée précisément parce qu'elle pourrait ne plus être. Face à cette menace inédite, le philosophe Hans Jonas a formulé dans les années 70 un impératif nouveau. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Une écologie humaine n'oppose pas l'homme à la nature. Elle les intègre dans un même écosystème, de la plante jusqu'à l'homme, sans non plus les mettre sur un pied d'égalité. L'homme demeure en haut de l'échelle des valeurs. Cela ne lui donne pas pour autant le droit de se faire maître et destructeur de la nature. Nous devons agir pour les générations futures en entrant en relation avec l'ensemble du vivant, en reconnaissant aussi que son maintien dépend de notre pouvoir. Alors en quoi être parent peut nous y aider ? Car nous voulons préserver les conditions de vie favorables pour nos enfants. Il faut donc à la fois veiller aux effets de notre action et perpétuer le cycle de la vie en éveillant les enfants à la responsabilité qu'ils portent en eux. Car les enfants sont des hommes en puissance. Chacun doit avoir conscience justement de sa puissance et de ses effets pour renoncer à sa toute-puissance. Face à un tel défi, il peut être plus tentant d'abdiquer, de choisir la voie des missionnaires des no-kids ou l'inconséquence des child-free pour mieux louer la décroissance chimérique ou se vautrer dans la jouissance de la consommation. Au contraire, est-il encore possible de croire que des consciences peuvent s'élever pour empêcher cette fuite en avant destructrice ? En perpétuant la vie, en la prolongeant, mais aussi en prenant soin, chacun peut embrasser l'entièreté de sa responsabilité et de sa dignité. Rappelons la profession de foi d'Albert Camus, et je m'adresse aux jeunes gens. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Cette fois, l'avenir nous regarde. Merci pour votre attention. Merci Azilise. Je pense que Nicolas Procaccini, à qui je vais passer la parole maintenant, va retrouver dans cette introduction un écho à une déclaration, Nicolas, que vous avez faite. Comme conservateurs, nous chérissons l'environnement car c'est la terre de nos pères. Et ce souci écologique que nous partageons avec le cap que vous avez rappelé, Azilise, se heurte à une actualité récente au Parlement européen. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus, Nicolas, sur ce Green Gate,
ce modèle européen qui ne voit l'homme, on le disait, que comme un pollueur et qui ne parle que de contraintes, mais qui est aussi financé par des lobbies écologistes de gauche. Qu'en est-il ? Merci Laurent. Parlerò in italiano. So che facciamo 2 round per cui chiaramente. Alors, je vais parler en italien. Je sais qu'on va avoir deux tours d'intervention. Je vais alors partager mon intervention. Et j'aimerais souligner également ces termes d'écologie et son étymologie. Parce que ces termes viennent de oikos, alors maison, foyer, un foyer qui est plus que le mur physique, qui crée un abri pour notre famille. Notre maison, notre foyer, c'est également tout le terrain autour, tout le paysage, toute la nature, la terre de nos ancêtres, notre nation. Alors d'un côté nous avons oikos et de l'autre logos, qui vient du grec, probablement le mot le plus erme, le terme le plus important, jamais inventé par l'être humain. Et je le dis parce que logos est un terme qui, à vrai dire, a son origine au début de l'univers. Dans l'évangile de Saint Jean, on parle des mots. Au début, il y a eu le mot, verbo, en latin, mais c'était logos tout au début. Alors logos, le mot, est au début de l'univers, du monde. On l'a associé au foyer, à la maison. Ceci qui est commun à nous tous, à toutes les générations. Ce qui a ses origines tout au début de l'univers et de l'humanité. Vu ceci, pour un conservateur, la protection et la défense de l'écologie, c'est quelque chose de formidable. La défense de l'écologie contre ces tendances pro-écologiques. Parce qu'on entend parler aujourd'hui que tout doit être pro-écologique, vert, favorable à la nature, et on n'entend pas parler de l'écologie. On pourrait croire qu'il s'agit de termes similaires, mais la gauche aime bien cet ambientalisme, cet aspect éco qui n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est quelque chose de purement matériel, n'a rien à voir avec les frontières. Alors que dans l'écologie, on a bien l'esprit qui est omniprésent, aussi dans des herbes. Et il y a des frontières d'un foyer, d'une maison. Ce qui est propre à une maison, et là, ses frontières, ses limitations. Et c'est un aspect intéressant de cet ambientalisme de gauche, parce que eux, ils considèrent que tout est matériel. Et si tout est matériel, je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent tellement à défendre ceux qui ne les touchent pas. Parce qu'il s'agit là de quelque chose qui ne va pas perdurer dans le temps. Alors, à mon avis, il y a une incohérence exceptionnelle ici, parce qu'on parle d'une vie. Pour la gauche, imaginez, il est plus important de défendre la vie d'un animal d'un animal en risque de disparaître que de défendre la vie d'un être humain. Et la cohérence d'une écologie conservatrice de droite base sur une échelle de valeurs qui est à nous.
des valeurs à défendre, qui doivent être défendues. Naturellement, si besoin, nous allons défendre les petites herbes, les jeunes animaux. Mais pour nous, l'essentiel, c'est de protéger la vie humaine dès le début, dès la conception jusqu'à sa fin. C'est pour cela que notre écologie est plus cohérente. Nous ne sommes pas un animal comme les autres. Nous sommes quelqu'un de plus, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pour cela que notre responsabilité est majeure. Notre responsabilité en tant que gardien de la création, comme nombre de papes l'a expliqué dans leurs encycliques. Et l'idéologie, c'est ce qui, l'écologie, pardon, c'est ce qui définit notre identité politique aussi. Et ce qui m'agace, c'est que c'est déformé d'une certaine manière. Et comme le pacte vert, le Green Deal, qui prend en compte uniquement l'émission des gaz à effet de chauffe. On ne parle plus de la protection de l'environnement. On voit que dans le Green Deal, il y a nombre d'éléments destructifs pour la nature. Je pense, par exemple, aux ressources naturelles indispensables à la transition verte. C'est une catastrophe pour la nature. Mais ce qui est intéressant, c'est que les ambientalistes de gauche ignorent cet aspect et ils pensent uniquement aux émissions du CO2. Nous, on pense d'une manière globale, plus complexe. Donc en revenant à la question du foyer, c'est une patrie pour nous aussi, et c'est évident. Alors la défense des frontières de notre patrie, la défense des murs de nos cités, c'est une défense de notre foyer. Ce n'est pas une attaque contre. On ne s'attaque pas aux maisons, aux foyers des autres et aux villes des autres. C'est une protection, c'est une défense à laquelle on a le droit. On a le droit à nous défendre, à nous et à nos familles. Et dans la pensée de gauche, la famille, encore une fois, est quelque chose de passé. Alors que nous, on croit toujours que la famille est l'élément central et indispensable de chaque société. C'était le cas il y a des millénaires et ça va être le cas d'ici 1000 ans. Quand on pense, quand on parle à une famille, on doit parler à la démographie également. Mais alors il y a ces risques que la famille va perdre sa fonction. Et juste pour rappel, la famille a 3 fonctions. D'abord, elle participe au développement social de la communauté. Après, elle garantit la survie de cette communauté à travers la création d'une nouvelle génération. Et enfin, une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'on prend soin des personnes âgées. C'est décisif, c'est important pour les familles également, alors que la vie contemporaine nous montre qu'on devrait laisser nos personnes âgées, nos grands-pères, grands-mères ailleurs, en dehors de nos foyers pour qu'on ne les voit plus. Et dans la 10e étape, quand je pourrai me prononcer encore une fois, je vais parler d'une autre caractéristique très importante, décisive, du fait que quand on a une baisse des naissances dramatique en Europe, la solution ne passe pas par ce que propose la gauche, alors par l'immigration. C'est une réponse erronée, profondément erronée, un problème bien diagnostiqué, mais j'en parlerai après. Merci Nicolas pour cette écologie humaine.
Et je pense que Patrick Jaki va pouvoir nous expliquer le cas particulier de la Pologne, puisque Patrick, vous avez été secrétaire d'État au ministère de la Justice en Pologne. On sait que votre pays est fréquemment attaqué par le Parlement européen pour sa législation sur les sujets dits sociétaux. Et vous avez déclaré à ce sujet, les identités nationales sont niées par les idéologies, telles que l'idéologie LGBT, opposée à la singularité des peuples construite sous l'influence du christianisme. Et ce patrimoine culturel que vous défendez, qu'il faut conserver tout autant que le patrimoine naturel, c'est précisément un aspect de l'écologie de civilisation. J'aimerais vous entendre justement sur cette manière qu'a la Pologne de résister, parfois même d'être en dissidence, comme nous y invitait hier Bérénice Levet. Voilà, comment la Pologne résiste-t-elle ? Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette question très importante. Pour nous, les Polonais, la lutte était toujours un élément important, sinon le fondement même de notre pays. C'était l'élément fondateur de notre peuple, de notre pays. Je peux vous dire que cette année, nous célébrons le millénaire du fondement de l'État polonais. C'est pour la première fois que le premier roi polonais a été couronné à ce moment-là. Nous avons tous et toutes grandi dans l'esprit de chrétienté et dans l'esprit de liberté personnelle. En 1945, la Pologne a malheureusement perdu sa souveraineté et a été placée sous le joug soviétique. Les élites intellectuelles et patriotes polonais soit ont été assassinés, soit ont dû émigrer vers d'autres pays. Tout cela a été possible. Nous avons pu persister et résister grâce à la foi de nos ancêtres. Et c'est grâce à cette foi que nous avons pu avoir la transition de 1989. Cette foi reste toujours le socle de notre identité, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les États membres de l'UE. Au début, vous avez évoqué le taux de fécondité qui est très faible, y compris en Pologne. Et vous avez évoqué certaines idéologies. Il faut faire face à cette idéologie, surtout cette idéologie qui dit qu'avoir des enfants n'est pas bien, parce que les enfants, produire des enfants veut dire qu'il y aura de nouvelles émissions CO2. C'est parmi les idéologies les plus bêtes que j'ai vues de ma vie. Pourquoi, en effet, ce monde devrait exister s'il n'était pas habité? Moi-même, j'adore la nature, j'adore les arbres. Mais la beauté de ce monde, à quoi ça servira sans les individus qui y habitent? Et je vous pose la question sur les causes profondes de l'état d'esprit qu'on a en Europe. Et regardons l'Amérique qui est un peu notre miroir. L'Amérique fut fondée sur les valeurs venant d'Europe. Dieu qui est évoqué à tout moment, à tout événement officiel. Cette morale européenne, le droit romain, la liberté individuelle, tout cela est évoqué partout. Ce qui est paradoxal, c'est que en Amérique, ces valeurs sont entretenues et maintenues. En Europe, ces mêmes valeurs font l'objet de déconstructions récurrentes. N'oublions pas les Jeux Olympiques, l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le message des Jeux Olympiques
exprimé au cours de cette cérémonie d'ouverture était très clair. Et juste après, il y a eu cet attentat non réussi contre Donald Trump. Et c'est Donald Trump à ce moment qui a dit « Et j'ai survécu, je peux vivre, j'ai survécu ». En effet, la théorie du genre est rejetée par les conservateurs européens. Et en Europe, ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup des penseurs et des politiques conservateurs qui ont peur de protester. Des grands géants de divertissement comme Disney sont déjà impliqués dans la promotion de cette idéologie du genre. Et n'oublions pas, on se souvient tous et toutes tout ce qui s'était passé au cours de la pandémie de Covid-19. Moi-même, je n'étais pas capable d'accéder au bâtiment du Parlement sans avoir montré tout un tas de certificats de vaccination. Bon, Donald Trump défend les frontières de son pays. Et il dit qu'il faut retourner à des bases. Il n'y a que deux sexes. C'est ce qu'il dit. Imaginons-nous les propos pareils. En Europe, il y a 15 ans, c'était parfaitement normal. Et tout le monde s'interrogerait, pourquoi alors poser cette question, pourquoi dire des choses pareilles? Mais vous voyez, le monde a évolué et cette notion de ce qui est normal et n'est pas normal a aussi changé. Et nous avons, à vrai dire, démissionné devant la gauche. Il faut vraiment appeler un chat le chat. Regardons alors notre miroir, les États-Unis. Les Américains, qui sont toujours guidés par les valeurs européennes, ont ce courage. Et il nous faut le même courage pour défendre nos valeurs résolument, avec toute notre détermination. Il nous faut du courage pour défendre ces valeurs qui ont donné la vie à la plus belle des civilisations. Une fois nous sommes là, une fois nous sommes courageux, nous aurons un succès électoral au cours de l'élection suivante. Merci. Merci Patrick. Je pense que notre intervenant suivant, Robert Zillet, vous êtes vice-président du Parlement européen, mais vous avez aussi été ministre en Lettonie, ministre des Finances. On a beaucoup évoqué le sujet démographique, on a évoqué aussi le sujet migratoire, qui sont, je dirais, dans notre approche holistique de l'écologie, qui sont des composantes fondamentales dans la mesure où il y a bien un sujet démographique pour transmettre notre civilisation et il y a bien un sujet géopolitique, on va dire, pour défendre cette civilisation. Particulièrement, vous savez à quel point, quand on est sous domination étrangère, eh bien, ces deux défis sont empêchés. Alors, si l'Europe, effectivement, est menacée de submersion migratoire, même le mot arrive jusqu'en politique française en créant des vagues, mais en renvoyant bien évidemment à une réalité que plus personne ne peut nier, comment pouvons-nous transmettre et défendre, c'est-à-dire comment relever le défi démographique et comment protéger les frontières, la maison, le foyer à l'intérieur duquel la civilisation est justement à l'œuvre. Yes, thank you, Laurence, very much for this introductory words. I will come to this immigration issues and more. Merci, Laurence. Merci pour cette introduction. Et merci d'avoir évoqué la question migratoire. Il faut se dire une chose. C'est un très beau concept d'écologie humaniste.
ce beau concept, pour être un peu décortiqué, nous rappelle à faire une analyse un peu plus profonde. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'avais pas de carrière hein, parce que je vivais sous un régime communiste. J'étais un sportif, c'est tout. Hein. Je faisais du sport et je ne comptais que sur un avenir peu lumineux. En tant que Lettons, nous n'existions pas, nous étions complètement sous le joug soviétique. Ce n'est que dans les années 1980 que je me suis réveillée, que j'ai vu qu'il y avait une vie devant et que ce n'était pas juste une expérience lettonne, c'est une expérience qui est partagée par tous les représentants venant des pays post-soviétiques, pays baltes, d'autres pays de l'Europe centrale. Voilà, juste une anecdote qui montre des sources un peu diversifiées de notre identité européenne. Heimer nous a parlé de la situation en Suède hier. Voilà, c'est lui qui est au centre même de la vie politique et étiqueté comme nazi. Et tous ceux qui sont à droite de la scène politique et qui sont considérés comme des partisans du président Poutine, comme serviteurs du président Poutine. À présent, on peut dire que tout ce qui nous a façonné englobait aussi cette composante soviétique, de domination soviétique. Et en Lettonie, il y a plusieurs groupes politiques qui s'affrontent. Nous avons lutté pour l'indépendance, pour le recouvrement de l'indépendance qui a été perdue en 1940. Et c'est pour cela qu'après la chute de l'Union soviétique, le démantèlement de l'Union soviétique, nous avons introduit cette interdiction d'usage des symboles soviétiques. Il y avait l'interdiction d'utiliser des symboles de faucilles et de marteaux, puis il n'y avait pas de parti communiste qui ne pouvait pas exister alors. Et puis on a essayé de rétablir les liens, toute cette connectivité avec nos voisins, toute cette connectivité qui avait existé avant 1940. Je vais y revenir après. Je vais revenir à notre histoire, à tous ces défis que nous avions dû relever au cours de cet attentat à notre souveraineté et notre indépendance. Au cours de la période communiste, nous avons vu ces tentatives. Ce sont les communistes qui ont essayé d'user ou d'abuser l'Église orthodoxe contre notre peuple, contre le peuple letton. Vous voyez, il y a cette petite différence liée à l'histoire, il y en a beaucoup. Regardons l'histoire de l'Italie ou l'histoire de la France. Faisons une comparaison. Je vous parle de cette histoire lettonne parce que c'est un élément essentiel de notre identité nationale. Jusqu'au XIe siècle, les Baltes furent avant tout païens et ne furent baptisés, convertis que par les Allemands. Et cette conversion s'est faite par force. Aujourd'hui, il y a des mosquées qui sont créées, qui sont bâties en Lettonie.
Donc, juste à côté de ces différences, il faut regarder tout ce qui nous unit, il faut regarder tout ce qui nous différencie. Les racines historiques sont importantes. Prenons le cas des statues sur la place publique. En Lettonie, au début des années 1990, nous avons démantelé les statues de Lénine et de Marx. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, que l'armée soviétique qui avait occupé le territoire letton en 1944 a érigé une grande statue de Lénine, une statue gigantesque que nous avons ensuite démantelée. Et je dois avouer que dans le pays, il y a eu ces forces qui étaient contre la création des lieux de mémoire, l'érection de nouvelles statues, tout simplement parce qu'il y a eu ces difficultés dans la politique mémorielle. Et puis pour la connectivité, regardons ces réseaux des rails, les réseaux ferroviaires. Et il y a l'écartement des rails qui est un héritage soviétique. Donc tout ce qui était occupé par les soviétiques ou par les Russes avant a un écartement de rails qui diffère de l'écartement de rails qui existe dans la partie occidentale de l'Europe. Voilà une autre différence. Puis, il y a aussi l'héritage chrétien. Et je vous en parle pour présenter ces différences historiques, parfois politiques. Et je veux dire qu'il est très difficile d'identifier tout ce qui nous unit, cette colle. Alors, pour les migrations, je vous ai dit, il y a les mosquées qui sont érigées en Europe. Il n'y en a pas en Lettonie pour le moment. Mais n'oubliez pas que nous étions un des pays de transit utilisé par les fidèles de l'islam. Notre pays est un pays de transit. C'était une route migratoire qui était utilisée par les fidèles de l'islam qui se dirigeaient vers les pays nordiques. La religion peut devenir aussi un élément de la guerre hybride. Et les migrants se dirigent avant tout vers la France, l'Allemagne ou la Suède. C'est vrai. Je suis alors d'avis qu'il faut avoir une vision claire des flux migratoires, y compris de la migration économique. C'est un sujet important. Et dans ce contexte, il faut absolument assurer la sécurité de nos pays, de nos citoyens. Les pays baltes ont des défis à relever. Toujours dans cet esprit de l'histoire soviétique, c'était une invasion. C'était une conquête de nos pays. Aujourd'hui, nous ne sommes que 2 millions. Les soviétiques avaient cette tendance à créer cette instabilité, rendre le pays instable sur le plan politique, sur le plan historique. Et voilà. Ils ont réussi, ils ont abouti dans cette tâche pendant longtemps. Et si vous me permettrez, je vais faire un saut et je vais faire une remarque personnelle. Les pays baltes et tous les pays qui sont situés dans le bassin de la mer Baltique. Alors, disons que Poutine est gagnant en Ukraine. Disons que l'Ukraine
est perdu, ou qu'il y a un accord de paix qui n'est pas favorable à l'Ukraine. Après cela, le collimateur de Poutine va se diriger vers un pays situé plus à l'ouest. Cette guerre a commencé il y a 3 ans. Et puis, la visée de Poutine est de repousser les soldats de l'OTAN au fond de l'Europe. Nous voudrions garder la présence des soldats de l'OTAN sur notre territoire, les Américains, les Français, les Britanniques. C'est le scénario du pire, je le sais, et il est difficile de prévoir maintenant la réponse que les dirigeants européens pourraient adopter. Mais disons, dans l'hypothèse de l'agression, il faudrait faire tout pour se débrouiller, pour ne pas être impuissant face à Poutine. Et j'ai voulu saisir cette opportunité pour présenter sous plusieurs angles ma perspective et clarifier aussi les différences qui existent. Et puis je vais finir sur une note philosophique. Il y a déjà Descartes qui a réfléchi là-dessus. Il faut toujours remettre en cause tout ce qui est un parti pris, tout ce qui est un acquis, dans le sens qu'il faut toujours s'interroger, réfléchir. Les doutes, ça compte, surtout parce qu'on Merci Robert juste d'avoir souligné à travers, je dirais, cette relecture de l'histoire de votre pays, combien vous qui avez connu l'oppression, vous n'êtes pas prêt, on va dire, d'accepter les nouvelles idéologies, les nouvelles propagandes de déconstruction de notre civilisation, et que cet enjeu géopolitique qui se traduit sous de nouvelles formes aujourd'hui montre bien que la démographie et l'immigration sont les deux faces d'un même sujet. Nicolas, je crois que vous vouliez revenir sur ce sujet démographique dont on sait qu'il est au niveau du Parlement européen un certain tabou. Je salue ici la présence de mes collègues ECR en commission femmes qui doivent se rappeler ce petit scandale lorsque nous avons osé poser la question en commission: qu'est-ce qu'une femme? C'est une question à laquelle il ne faut surtout pas répondre. Alors si on ne sait pas ce qu'est une femme, je ne sais pas comment on va faire pour faire des bébés. Nicolas, ce sujet de la démographie qui se perd dans l'égout de la réglementation, comme le disait Scruton, en quoi est-il pour autant une priorité que les conservateurs doivent à tout prix porter? Dunque, è la priorità perché c'est bien une priorité, c'est vrai, au sens où la défense de la natalité en France, en Italie, en Pologne ou en Lettonie, en général, en Europe, est égale à une défense de notre propre identité, de notre propre mode de vie. Malheureusement, la Commission européenne, dans la Commission européenne, il n'y a pas de commissaire responsable pour la promotion du style, du mode de vie européen qu'on avait eu avant. Tout au début, on a eu Skinas, un grec. Alors, c'était à l'époque un commissaire pour la défense du mode de vie européen. Mais vu que la gauche a commencé à lamenter, à déplorer cette fonction en disant que c'était fasciste, que c'était mauvais, après un certain moment, sa fonction a été changée et ce n'était plus ce commissaire-là, c'était commissaire pour la promotion. On ne parle plus
On ne décrit plus sa fonction. Alors ce mode de vie européen, il dérive de cette écologie de notre civilisation. Alors j'aimerais commencer par une petite provocation. Hier, j'ai parlé avec Marion lors du dîner. Au moment du départ de l'aéroport, quand je m'acheminais vers l'hôtel, je suis passée, comme vous tous, je suppose, par la place Pigalle. Un site emblématique. C'est vrai qu'on a une chapelle, la chapelle Saint-Rita, une petite église, qui se trouve en face du cabaret Moulin Rouge, qui n'est pas une église. Et juste à côté, il y a un magasin sex shop grand. Ça peut être offensif pour certains. Par contre, pour moi, c'est positif. Parce que ceci démontre ce que c'est que le mode de vie européen. Quand vous partez ailleurs, vers d'autres pays musulmans, ou quand vous serez en Chine, par exemple, si vous allez voir les zones no-go que nous avons chez nous à Paris, à Berlin, ce qui est très commenté dernièrement, vous n'allez pas y trouver deux choses. Vous n'allez pas trouver d'église, mais vous n'allez pas voir des sex shops non plus, parce que ce sont bien ces éléments, des ennemis, caractéristiques pour les ennemis que l'islam, avec lesquels l'islam lutte. Alors que moi, je trouve que la liberté de la confession et la chrétienté, la liberté sexuelle, ce sont bien les deux faces de la même chose, du même mode de vie européen. Et je considère qu'en défendant notre style de vie, notre mode de vie contre la migration en masse, nous devons bien définir l'objectif. Et l'objectif est de bien intégrer ce qui peut être intégré et de rejeter ce qui ne peut pas être intégré. Juste un exemple. Un exemple peut-être évoqué déjà. Si vous l'avez entendu déjà, je m'excuse. Donc le paradoxe de Plutarque. Le bateau de Thésée, du héros d'Athènes qui a lutté, qui a gagné contre le Minotaure. Le père de la civilisation grecque, au moment de sa revenue à Athènes, les habitants de la ville d'Athènes souhaitent garder les navires sur lesquels il est revenu pour que les générations futures puissent voir dans ces navires un symbole de l'identité grecque. Malheureusement, c'est un navire fait en bois. Avec le temps, le bois commence à périr. Alors à l'époque, les Grecs, Plutarque notamment, s'est demandé ce qu'il fallait faire de ces navires. S'ils allaient substituer les éléments du navire, ce ne serait plus le même navire, le même symbole de l'identité grecque. Ce serait quelque chose de nouveau. Quelle est alors la solution proposée par Plutarque? La solution est de substituer uniquement ces parties abîmées pour que dans 2000 ans, on sache que le navire n'est plus le même, mais qu'en même temps, on n'arrive pas au moment où le navire entier a été détruit pour reconstruire un nouveau navire. Avec le temps, naturellement, certains éléments
du navire vont être substitués, comme c'est le cas avec les gens. Il y a des générations qui meurent, il y a des générations qui naissent, mais l'identité du navire va perdurer. Et c'est bien ce modèle de la migration que nous devrions proposer. Les Français, par exemple, les Italiens, les Polonais, nos peuples meurent, nos générations meurent, mais ensuite ces générations sont substituées par d'autres générations, des Français, Italiens et Polonais, et naturellement aussi, elles peuvent être substituées par les migrants, parce que je ne souhaite pas être hypocrite. C'est clair qu'on a bien besoin de la migration pour le développement de peuples. Le peuple qui n'émigre pas meurt à un certain moment. Mais le problème, c'est que ça doit être une migration bien gérée. Elle doit ne pas être trop importante en quantité. C'est comme si on échangeait juste un bois de ces navires. Cette migration, elle doit être compatible avec notre culture et notamment, elle doit accepter la culture du lieu où elle choisit de vivre. Le philosophe français Renaud l'a expliqué mieux que les autres. Il a alors dit ce que la patrie veut dire pour nous. Alors il disait que la patrie, c'est un choix de tous les jours. C'est pas que je suis né ici, alors je serai d'ici. Non, c'est un choix de tous les jours. Je décide chaque jour si je suis italien ou non, si je suis français ou non. Ce choix, cette décision, c'est en même temps une acceptation d'une certaine culture et d'une certaine écologie qu'on doit accepter. Et si on n'est pas prêt à l'accepter, à accepter ces modes de vie, on ne devrait pas venir vers l'Italie, la France ou l'Europe. Vous nous aurez bien noté que, en fait, ceux qui déconstruisent l'altérité homme-femme, ce sont les mêmes qui nous parlent d'écologie matin, midi et soir, et ce sont les mêmes qui prônent l'immigration comme solution de substitution et de remplacement. Donc, je me tourne vers vous pour les 10 petites minutes qui nous restent. Patrick, puis Roberts. Patrick, tout d'abord, finalement, nous sommes pris en étau entre deux modèles qui veulent s'imposer, le modèle woke, celui de la déconstruction des repères, la déconstruction de la culture, la déconstruction même de l'identité sexuelle, et puis l'islam qui vient justement proposer son nouveau modèle civilisationnel, différent du nôtre, mais qui vient surtout sur un terrain que nous lui avons laissé dès lors que nous avons laissé le wokisme s'installer chez nous. Comment on sort de cet étau ? So I really believe that it's really difficult. Bon, je suis d'avis que qu'il est difficile de créer un continent où la chrétienté coexiste avec la charia, au même degré, sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas une vision qui est réalisable. Alors, vous avez posé une question essentielle sur la place à la liberté des femmes. Et puis, vous avez posé la question sur ces deux modèles de la chrétienté et de la charia. La charia qui représente l'interprétation radicale de l'islam. Alors, cet affrontement donnera une catastrophe, produira une catastrophe, j'en suis sûre. Ce sera un désastre et je pense que nos collègues suédois peuvent nous expliquer ça, peuvent nous dire comment cela a fonctionné chez eux.
C'était un pays qui a donné refuge à beaucoup de Polonais, est devenu patrie à des Polonais à un certain moment dans l'histoire. Et ce pays, la Suède, occupe la 8e ou la 9e place dans le classement mondial pour le nombre de viols ou d'assassinats, de meurtres. Et c'est à cause de la présence des communautés d'immigrants. C'était une expérience de lier les deux, le christianisme et l'islam. Voilà. Je suis d'avis que il nous faut avant tout défendre nos racines. Et ces racines sont avant tout façonnées par notre foi chrétienne. Au cours de cette conférence, cette table ronde, je me posais la question sur la place pour nous, les conservateurs, dans cet environnement. Et puis, je me suis posé la question sur nos points de repère et puis la manière dont nous pouvons nous définir par rapport à Dieu, à la foi. Et je crois qu'il nous faut un certain nombre de référentiels immuables. Le fait qu'il y a l'homme et la femme, deux sexes au lieu de 200 genres. Ce n'est pas négociable dans notre position. Les sources d'énergie conventionnelles sont moins chères que les énergies renouvelables. Voilà, c'est une mathématique pure, un calcul pur. C'est plus abordable tout ce qui est conventionnel et il faut en parler. Et c'est la question de notre compétitivité. Puis, la famille doit être protégée sur le plan institutionnel. Il y a certains qui vous diront oui, l'émancipation, cet esprit émancipatoire va nous libérer de tout cet héritage européen. Ce n'est pas la question de libération, c'est la question de sauvegarde. Il faut sauvegarder ce patrimoine. Je me souviens du moment où la Pologne a adhéré à l'UE, ensemble avec nos amis lettons et les amis d'autres pays. À ce moment-là, le PIB par tête était comparable à celui des États-Unis. Et puis, cette idéologie verte a fait que de nouveaux impôts ont été introduits. Et maintenant, nous sommes bien dévancés par les États-Unis. Dévancer toute l'Europe et la Chine pour ce qui est du PIB moyen. Donc il faut vraiment garder la présence d'esprit et il faut aussi sauvegarder la liberté de religion, sauvegarder la famille. Et je crois qu'il est absolument nécessaire de montrer à tous les Européens et toutes les Européennes ce courage. Il faut donner la preuve de courage dans la défense de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est raisonnable. Et il faut... Merci Patrick. C'est vrai que vous soulevez pour terminer votre propos l'enjeu de la liberté. C'est sur ces mots que je voudrais vous entendre, Robert. Il nous reste que 3 petites minutes, mais on voit bien que ceux qui
s'imposent comme les sauveurs de la planète, ils adoptent une posture qui est quasi religieuse, c'est-à-dire que le nouveau péché originel de l'homme, c'est la destruction de l'environnement. Et la gravité de ce péché mortel, dans leur logique à eux, eh bien, appelle un hyper-contrôle de l'État, réglementaire, ça on l'a évoqué, d'ailleurs pas toujours scientifiquement fondé. Comment on sauve la liberté, qui est d'ailleurs une des composantes de notre civilisation? En 3 minutes, c'est compliqué, je sais, de répondre, mais quelques éléments, merci. So I understood I will not answer the same answer like Patrick, but I will switch to what you ask me now. So I think all this Green Deal dreams will be soon pretty different. Looks like, and they are losing purpose. Rêve écologiste, soi-disant, va perdre sa puissance politique et sera très vite dépourvu de tout sens économique. Nous, en tant que leaders en Europe, nous devons changer, opérer un basculement de nos mentalités. Oui, il y a le changement climatique, c'est visible, de l'année en année, on voit ces évolutions, il faut agir, mais il faut agir raisonnablement. Et puis le rêve écologique va perdre de son sens et le rêve économique va évoluer aussi. On connaît bien la démarche adoptée par président Trump. On connaît bien aussi la démarche des Chinois. Ils ont un plan pour le climat qui devrait être mis en œuvre d'ici 2060. Nous avons une croissance qui est fondée sur la création des richesses, mais ce sera peut-être plus le cas. Pourquoi? Il nous faut des infrastructures de transport, il nous faut l'accès à des éléments de terre rares, par exemple, et on a tendance à l'oublier. Je crois qu'il y a un espoir pour un réveil où la raison va déterminer nos choix et puis abandonner les sources conventionnelles, utiliser des technologies de rupture. Oui, ce sont des choix, mais il s'agit d'avoir la possibilité de choisir, la liberté de choisir. Il ne s'agit pas d'une solution universelle. C'est vrai, la France a toute une autre histoire que la Lettonie, une autre histoire d'immigration, une autre histoire de communauté. C'est vrai, je l'ai déjà dit qu'il n'y a pas de mosquée en Lettonie, mais il y a l'église orthodoxe qui est usée par la Russie comme un élément culturel de l'Empire russe. Et c'est une arme et c'est un élément d'influence. Donc vous voyez, c'est l'islam pour vous et c'est l'Église orthodoxe chez nous comme moyen d'influence politique. Donc ce n'est pas toujours facile de forger des solutions ou des propositions pour des nouvelles générations. C'est vrai, on dit à des jeunes, il faut s'orienter vers la culture de l'Ouest. Et vous voyez, on fait ce travail auprès des communautés lettonnes qui sont russophones. Et c'est un défi, Je crois qu'il y a toujours des communautés qui posent des défis en France, en Suède ou en Lettonie. Le Premier ministre suédois vient de dire le pays perd le contrôle dans ce qui peut être appelé une vraie bataille entre les gangs. Bon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il faut quand même maîtriser la situation. Peut-être qu'il faut travailler auprès de ces gangs, de ces groupes de jeunes délinquants et leur présenter aussi l'identité européenne ou l'identité suédoise. Oui, mais est-ce que les migrants vont sauver notre économie? Ce que nous a fixé Azilis pour une écologie des civilisations et les débats qui s'en sont suivis nous ont permis de dégager une ligne politique assez forte, je trouve, c'est-à-dire que en fait notre souci
de l'environnement, ça ne peut pas être une rubrique politique à part. Peut-être avez-vous été déconcerté qu'on fasse appel à d'autres thématiques, alors que nous étions dans une démarche, on va dire, d'écologie pour prendre soin du chez-soi. Mais prendre soin du chez-soi, c'est convoquer notre indépendance énergétique, sanitaire, alimentaire, ce qui implique bien évidemment aussi notre souveraineté juridique. C'est tout autant convoquer la nécessité de restaurer le niveau de l'école, parce que nos enfants, ce sont ceux qui demain auront à trouver les solutions pour répondre justement à ces défis écologiques, qui soient des solutions à la fois économiquement efficaces et puis, on va dire, respectueuses de l'environnement. Et puis, je terminerai avec cette thématique de l'immigration qui est revenue, parce que prendre soin du chez-soi, c'est prendre soin de l'écrin naturel dans lequel nous vivons, c'est donc prendre soin de notre géographie et de nos frontières, tout autant que prendre soin de ce que nous y avons construit. Et Scruton avait cette phrase absolument magnifique. Il est certainement évident, nous dit-il, qu'une politique environnementale conservatrice qui n'établit pas des limites à l'immigration et qui ne travaille pas en vue de l'assimilation des nouvelles arrivées dans la nation n'aurait aucune chance de succès. Donc tout est lié, c'est ce que nous avons essayé de faire dans cette table ronde. Azilis, quelques mots peut-être pour conclure avec votre approche. Je me permets de revenir sur la question que vous avez posée sur finalement l'aspect religieux de l'écologie politique aujourd'hui. Je pense que c'est clé dans la compréhension de ce qui se passe. Vous dites tout est lié, en effet. Il y a aujourd'hui dans cette écologie politique défendue par la gauche un glissement de la transcendance. Et il n'y a pas de... En fait, c'est la nouvelle religion. On porte allégeance à la déesse Gaïa et on oublie évidemment ce qui a fondé notre civilisation, comme ça a été rappelé à cette table ronde, à savoir qu'il y a les cultures païennes. Je suis bretonne, donc je connais cela. Et il y a également, évidemment, les fondements chrétiens de notre civilisation. Et je pense que c'est sur ces bases-là qu'on pourra reconstruire une véritable écologie humaine. Merci Azilis, merci à tous. L'heure du déjeuner approche. Nous pourrons poursuivre les conversations à cette occasion.